Alors ce matin, les principes pour aller observer ce que sont les règles fondamentales de la circulation et pour balayer trois champs donc, sur chacun de ces temps. Le premier, c'est celui de la perfusion et l'oxygénation tissulaire. Le second, ce sera celui d'une des règles fondamentales de la régulation cardiaque intrinsèque. Et puis la troisième, ce sera celle de la relation qu'il y a entre les modifications de pression et les modifications de volume à l'intérieur de l'organe entier. Sur ces champs, on va donc détailler ce que sont les éléments principaux de la circulation. Le premier, c'est celui d'un système qui a pour fonction de brasser, de faire circuler, donc d'éjecter et d'aspirer. Donc c'est une pompe centrale qui est aspirante et refoulante, qui est en circuit fermé, il n'y a pas de perte, fort heureusement, il y a des échanges, mais pas de perte. Un circuit ramifié et contrôlé. Il y a une pompe, il y a deux fonctions de transport qui sont symétriques l'une par rapport à l'autre, celle de la distribution des nutriments, celle de la distribution de l'oxygène, et ce sera le point principal qu'on va regarder ce matin. Et puis, une fonction qui est celle de l'émonctoire, celle de l'élimination de l'ensemble des produits, de l'ensemble des réactions, des métabolismes, la bêta-oxydation, de l'ensemble des dégradations intracellulaires, de l'ensemble des circuits énergétiques qui vont ensuite être amenés en ce qui concerne le circuit de respiration principal par le biais de l'échange O2-CO2 jusqu'à la circulation pulmonaire. Et puis, il y a trois systèmes coordinateurs, ce n'est pas les seuls, mais ce sont les principaux. Celui d'une régulation par le système nerveux autonome, qu'on verra la semaine prochaine, celui du système endocrine, et puis celui de la circulation elle-même, tant sur le plan cardiaque, on en verra un des éléments ce matin, que sur le plan vasculaire également, sur lequel on a des régulations myogéniques, donc qui sont portées par les muscles, des parois, des vaisseaux, qui sont essentiellement des cellules musculaires lisses, absolument, et qui vont avoir des propriétés de régulation, d'autorégulation, qu'on va détailler à propos de la circulation coronaire. Cette circulation humaine, elle est double, et elle va avoir un régime à basse pression, c'est celui qui s'enclenche sur l'ensemble du système veineux, qui aboutit à la fonction, à la cavité cardiaque droite première, celle de l'oreillette droite, puis du ventricule droit, qui va pomper ensuite dans l'artère pulmonaire et ses diverses branches de division pour les deux poumons, puis pour les lobes, puis pour les segments. Et l'ensemble de ce système, qui est généré, dont la pression est générée par le cœur droit, est un système à basse pression. Donc on est aux alentours de 40 mm de mercure sur la pression artérielle systolique en l'artère pulmonaire, c'est-à-dire la fonction qui est développée par le ventricule droit va s'élever à peu près à 40 mm de mercure, tandis que le système qui est lié à la pression générée par le cœur gauche, donc la fonction systémique générale hors de la circulation pulmonaire, est un système à haute pression. C'est celui que vous allez mesurer par le biais d'un sphygmomanomètre. Et donc cette tension artérielle de 120 mm de mercure en moyenne pour un sujet normal, et vous le voyez 3 fois supérieure à celle qu'on a générée par les cavités droites. Système à haute pression, c'est tout le système gauche, la circulation systémique, et un système à basse pression, celui généré par le ventricule droit, et qui va surtout permettre les échanges dans les capillaires pulmonaires. Et c'est par ce biais de ces échanges qu'on va pouvoir adapter l'ensemble des transports, l'ensemble des fonctions d'apport de l'oxygène à ce que sont les besoins. Donc les besoins réunis de l'ensemble de vos tissus qui vont avoir des métabolismes et des fonctions à assurer va dépendre
des nutriments et de l'oxygène qui en permettra la combustion interne, et donc la dégradation sur l'ensemble des cycles que vous avez vus par ailleurs, et qui vont mettre en adéquation donc la quantité d'oxygène requise et la quantité d'oxygène fournie. Et le tout en fonction de ces débits va aller résoudre la première répartition des rôles entre un premier temps qui est celui du débit de perfusion tissulaire, donc ce que l'ensemble du volume sanguin finalement apporte au niveau d'une quantité, d'une unité de tissu. En général, on la rapporte au gramme de tissu, ou aux 100 grammes de tissu, au kilo de tissu, donc une masse en question qui est traversée par un flux. Et c'est ce flux de perfusion tissulaire qui est l'objectif principal. Mais à l'intérieur de ce flux sanguin, vous avez bien entendu une capacité à transporter, donc le fort, c'est le transport, l'oxygène, oxy, et c'est donc la capacité oxyphorique du sang qui va être en question et qui va donc permettre ces apports d'oxygène. On va donc le détailler pour simplement montrer que cette capacité qui s'exprime non pas en quantité, on est en capacité, c'est-à-dire ce que l'on pourrait faire de mieux si l'ensemble de l'hémoglobine, par exemple, était associé à l'oxygène. On a donc cette capacité de transport, ce potentiel, qui est le produit du flux sanguin en millilitres par kilo par minute, puisque je vous dis que c'est un débit en millilitres minute rapporté à une quantité de tissu, donc rapporté à une unité de masse, et le tout multiplié par la concentration en hémoglobine dans le sang, qui elle est donc concentration habituelle, masse par volume, et donc qui vous donne cette capacité oxyphorique du sang. Et si on regarde, et ce sera la seule évocation que je conserve d'une certaine idée de l'évolution, si on regarde ce que sont ces paramètres-là, ne les notez pas, mais ayez-les en tête pour voir comment ça a pu progressivement aller, donc à partir de ces valeurs de flux sanguin relativement faibles, vous le verrez, une concentration d'hémoglobine très faible chez le poisson pour une quantité de transport relativement mineure. On va progresser en passant chez les batraciens puis chez les reptiles, avec une augmentation donc du double de la concentration en hémoglobine, et puis une augmentation progressive d'un cœur qui devient de plus en plus efficace, qui s'optimise dans sa capacité de pompe, et donc un débit, un flux sanguin qui sera lui aussi plus important, avec une capillarisation plus importante des tissus, et une capacité de transport qui va être multipliée par 6 jusqu'aux mammifères, qui présentent à peu près tous les mêmes caractéristiques en ce qui concerne cette capacité-là, avec des flux sanguins qui vont de 60 à 100 millilitres par kilo par minute. Chez l'homme, c'est à peu près 100. Des concentrations en hémoglobine qui ont encore doublé. Et donc, un total qui, multipliant les capacités de débit d'un facteur 5, les capacités de concentration, donc de portage, par le biais de la concentration en hémoglobine d'un facteur 3, mais résulte en une augmentation d'un facteur 15 de la capacité de transport. Donc vous voyez que progressivement, au fur et à mesure qu'on sort de l'eau et donc que la concentration en oxygène est plus importante, se développent des possibilités qui permettent d'augmenter ces transports à mesure qu'on les utilise et qu'on les utilise de plus en plus, en particulier chez l'homme, pour le cerveau. C'est l'organe qui consomme le plus. Et déjà, vous êtes largement inférieur à ce que vous avez pu faire, puisque c'est globalement autour de 4-5 ans. 4-5 ans que la quantité d'oxygène consommée par le cerveau pour un organisme au repos est la plus importante. Ça se monte quasiment à 60% chez l'enfant de 4 ou 5 ans. C'est le moment où la consommation est la plus importante. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous travaille, qui nous coûte, et sur lequel on reviendra plus tard, si vous le souhaitez, mais pour d'autres raisons. Alors ces besoins en oxygène, lorsqu'on les regarde au repos, ils sont de 3 à 4. Attention, on n'est plus cette fois-ci en millilitres de
sang, de liquide transporté, mais en millilitres d'oxygène transmis. D'accord ? Et c'est même les millilitres d'oxygène consommés qu'on va regarder là. Donc au repos, relativement faible, 3 à 4 millilitres d'oxygène par kilo par minute. Pour une activité modérée, on va doubler à peu près. Donc là, on peut dire que vous êtes dans une activité modérée, pas tout à fait au repos en décubitus dorsal, mais pas tout à fait non plus dans une activité intense, si ce n'est, je l'espère, là-haut. Et par contre, à l'effort intense, vous allez avoir une multiplication d'un facteur 10, 20 à 30 parfois, avec des consommations d'oxygène qui, pour l'ensemble de l'organisme, culminent chez l'homme pour les valeurs les plus élevées de certains champions olympiques de ski de fond, de biathlon ou en cyclisme, aux alentours de 99, presque 100 millilitres kilo-minute de VO2 max. Pour ceux qui font un peu d'endurance, de marathon ou autre, vous voyez à quoi correspond finalement cette capacité du moulin, mais qui est en fait la capacité de l'ensemble de l'organisme à utiliser l'oxygène, et qui va être une des caractéristiques principales qui permet de maintenir cet effort, et donc de battre les records du monde du marathon, comme Kimetto à Berlin le mois dernier. Et cette valeur-là à l'effort intense, est intimement liée à la capacité de survie. Illustration. La question ici, elle n'est pas finalement d'avoir une capacité maintenue, elle est celle d'une capacité maximale, d'accord, qui permet de tenir un certain nombre de conditions et qui est étonnamment préservée, et c'est un des points sur lesquels on a le plus inversé les idées fausses que l'on avait, en particulier en ce qui concerne, y compris sur les expressions des capacités maximales, ce lien qui reste avec la longévité chez l'homme en 2014, chez la femme aussi bien entendu, on prend l'homme avec un H, générique, pour voir ce que sont ces effets qui sont liés à des augmentations de l'espérance de vie et d'augmentation de la durée de vie réelle, pas seulement durée de vie calculée comme le sont les espérances. Pour un individu d'environ 75 kg, une VO2 au repos de 300 ml par minute, ça vous donne donc 450 litres d'oxygène transporté chaque jour. 50 litres, ça fait une quantité importante. Et cette quantité se répartit lorsqu'on la regarde, si on la rapporte à la masse, en prenant l'os et la graisse comme étant les moins consommateurs. Donc on va les fixer à 1 pour avoir une idée, cette fois-ci relative, entre chacun des organes. On voit que le muscle au repos, quand on n'utilise pas trop, il est assez proche de cette valeur. Par contre, l'ensemble des muscles à l'effort sont capables de pomper énormément d'oxygène, à la fois pour la fuite, et Usain Bolt est l'un de nos plus grands fuyards, en fait, dans cette capacité de survie, ou dans la capacité de chasse, mais là, on va avoir beaucoup plus d'effets liés à cette VO2 max et à cette endurance. Le tube digestif, le foie, le rein, vous le voyez, vont avoir des variations plus ou moins importantes. Le rein pour son principe de filtration. Et puis le myocarde, c'est un muscle à l'effort. C'est un muscle qui ne cesse de battre pour à peu près 2 milliards de battements sur l'ensemble d'une vie actuelle dans l'espèce humaine, et qui est un des principaux organes de consommation de l'oxygène au repos. Et puis, il vous reste la substance grise, qui elle est encore un cran au-dessus, au repos, et on va voir les répartitions qui vont conditionner les adaptations de chacun de ces organes à l'exercice, c'est-à-dire en situation de contrainte majeure. Et l'ensemble, forcément, va déterminer aussi ce que sont les tolérances à l'hypoxie. Vous avez plus ou moins de réserves dans votre organe, donc des réserves d'oxygène qui sont liées à la quantité de sang qui passe, mais aussi pour le muscle, par exemple, avec la myoglobine. Des effets qui sont... c'est une hémoglobine divisée par 4, la myoglobine, un monomère sur lequel vous avez un degré de fixation, mais qui est une des fortes... des molécules importantes prises dans la condition de stockage de cet oxygène intracellulaire. Et donc, vous avez par là, mais surtout par le biais de cette perfusion, une capacité qui vous montre que dans l'ordre décroissant maintenant, en commençant par le bas, vous aurez finalement les organes les plus sensibles à l'ensemble de ces occlusions ischémiantes lorsque vous avez à un moment donné une interruption
de votre circulation pour ces organes.